Bonsoir tout le monde, c'est AZK. Ce soir, on va voir pas mal de news. Je vais vous parler aussi de comment faire son suivi de crypto, les applications que j'utilise, le tableur que j'utilise. Et on terminera par un sujet. Alors, je sais pas encore lequel choisir entre les deux, donc je vous spoil pas et je vous laisse regarder le live pour en savoir plus. Ça a l'air assez vertical quand même pour Bitcoin si on regarde comme ça en daily sur le graphique, donc une bougie égale une journée. C'est plutôt vertical honnêtement, mais si on prend un peu plus de recul, genre en un mois, bah, c'est toujours aussi vertical. En fait, c'était le constat que je me suis fait tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, en daily, ça a l'air très vertical. Est-ce que si je me mets en un mois, en une semaine, ça va être aussi vertical? Et ouais, c'est aussi vertical en un mois, en une semaine. Vous voyez que ça arrive, hein, on peut empiler 5-6 bougies, donc 5-6 mois d'affilée dans le vert. Est-ce que on va pas se faire rattraper un petit peu en juin-juillet? Je sais pas. Et Ethereum, voilà, même constat, c'est plutôt vertical, mais on était déjà revenu brièvement dans les 2000$ en août 2022, avant la catastrophe FTX. News qui a pu amener peut-être Ethereum au-dessus des 2000$, ou en tout cas une news plutôt positive pour Ethereum, c'est la mise à jour Chapella qui ça y est lancée. Les gens qui ont staké des Ethereum peuvent maintenant en retirer. Alors, je vais pas vous sortir les données dans ce live là, peut-être qu'on en reparlera dans un autre live, mais pour l'instant, il y a plus d'Ethers qui sont rajoutés en staking que d'Ethers qui sont sortis, et en plus pour l'instant on risque d'avoir le plus gros du flux sortant. Il y a Kraken par exemple qui a plus le droit de staker des Ethereum, donc eux ils en sortent. Il y a Lido, la plupart des autres plateformes qui proposent des Ethereum stakés qui vont aussi sortir des Ethereum. Ça c'est normal, il faut qu'ils en aient un petit peu de côté au cas où. À part ça, ensuite une fois que les gros players auront retiré un petit peu d'Ether pour être tranquille, je m'en fais pas trop pour la suite. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai jamais utilisé Lido sur Ethereum, mais a priori pour l'instant, on peut staker les Ethereum, on peut pas encore les unstaker. Donc, pour ceux qui connaissent pas Lido, vous envoyez de l'Ethereum sur Lido, vous recevez des ST Ethereum, pardon. Donc, c'est des preuves comme quoi vous avez bien un Ethereum staké sur Lido, et cette preuve entre guillemets, vous pouvez la revendre pour l'instant sur le marché secondaire, mais à terme, normalement là, je crois que c'est d'ici le mois de mai, vous pourrez rendre un ST ETH pour récupérer un Ethereum. Il y a des chances qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se mettent à staker des Ethereum, notamment par Lido ou autre, parce que quand on va faire des stratégies sur la DeFi ou quoi, c'est toujours mieux d'avoir de l'Ether qui rapporte des intérêts, peu importe ce qu'on en fait. Alors que si on va juste déposer par exemple des Ethers sur AAV ou quoi, des Ethers classiques, c'est peut-être moins bien que des Ethers qui rapportent des intérêts. Aussi, pour la Binance Smart Chain, plutôt bonne nouvelle, ça fait un petit moment, je crois que ça fait en vrai très longtemps qu'ils avaient prévu de faire ça, mais ils ont remis le sujet sur la table il y a pas très longtemps. Sur la Binance Smart Chain, quand on paye une transaction, d'habitude, le prix de l'essence, donc le prix de base d'une transaction, c'est 5 GWay. Même si vous voyez pas trop ce que ça représente, c'est passé de 5 à 3, donc vous vous doutez bien que les transactions sont moins chères maintenant sur la Binance Smart Chain, ce qui est une très bonne nouvelle, hein, ça fait 40% moins cher qu'avant. Ça reste quand même un petit peu cher comparé à Polygon ou Phantom par exemple, mais là ça devient un peu moins cher qu'Arbitrum, Optimism, etc. Donc ça redevient intéressant de faire des strats sur la Binance Smart Chain à mon humble avis, hein, avec les frais qui deviennent moins chers. Parce qu'on ne prend pas assez en compte, mais c'est beau d'aller faire des stratégies sur la DeFi, etc. Mais si vous avez 50, 100, 200 balles, faut pas aller sur la Binance Smart Chain, honnêtement. Il y a trop de frais, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une news assez marrante, c'est Avalanche qui avait fait des cartes cadeaux qu'on pouvait acheter en Suisse, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, toujours sur le délire des cartes cadeaux, on peut acheter des cartes Binance sur G2A. C'est pas une pub ou quoi que ce soit, hein. G2A, c'est une plateforme que je connaissais, qui vend des clés Steam, etc. Ils vendent aussi des cartes cadeaux genre PlayStation, tout ça. Donc c'est pas si étonnant maintenant de voir des cartes cadeaux Binance, mais d'un côté ça m'étonne quand même parce que je savais pas que G2A ils étaient un peu sur la crypto, etc. Bref, c'est cool, why not? C'est comme pour les cartes cadeaux Avalanche, est-ce qu'il y a une clientèle à ça? Honnêtement je sais pas trop. Donnez-moi votre avis dans les commentaires là parce que je sais pas. Mauvaise nouvelle pour l'instant en tout cas, parce que il y a pas longtemps on a eu le cas d'un proto
protocole qui s'est fait hacker et les fonds ont été récupérés, c'est Euler Finance, en tout cas une grosse partie des fonds. Là, on a Undreed Finance qui a perdu 7 millions de dollars de fonds. C'est pas la première fois qu'il leur arrive des carabistouilles comme ça qui se font voler des fonds. Donc, est-ce que Undreed Finance est une passoire? Peut-être un petit peu, mais du coup ouais, il y a peut-être 2 mois maximum, je suis sorti d'Undreed Finance, j'avais encore des fonds dessus, donc je suis plutôt content d'être passé entre les mailles du filet. Alors je suis quand même sorti bien en avance 2 mois, hein. J'avoue que dans mon passé sur la DeFi, j'ai vécu des trucs encore plus extraordinaires. Je me souviens d'un protocole qui s'était fait hacker, j'avais des fonds dessus, en fait il n'y a pas toutes les poules de liquidité qui s'étaient fait hacker, et j'ai réussi à être intact, à pas perdre de fonds à ce moment-là. D'ailleurs, il précisait un truc sur un autre tweet, si jamais vous connaissez des forks de Compound V2, a priori du coup Undreed Finance c'était un fork, donc ils ont repris le code en fait de Compound V2, a priori voilà, la faille viendrait de l'ancien code du coup de Compound, parce qu'ils ont leur V3 maintenant. Donc voilà, si jamais il y a d'autres protocoles dans le même cas qu'Undreed Finance qui ont repris le code de Compound V2 et qui n'ont pas vu où il y avait une faille, c'est pas bon pour eux. Et dernière petite nouvelle par rapport à Undreed Finance, ils ont envoyé un ultimatum aux hackers, ils lui ont dit ok, soit tu rends 90% des fonds à telle adresse, ils ont précisé les montants et tout, avant 24 heures, soit bah tant pis, on va commencer à, à investiguer, à trouver qui tu es, à essayer de récupérer les fonds par nous-mêmes, et bah voilà, évidemment s'il ne restitue pas les fonds, il va aussi risquer des problèmes judiciaires, surtout qu'il lui laisse quand même 700K à peu près, hein. Il lui laisse 10%, c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal du tout. Moi je pique 7 millions, on me dit ok, on va t'emmener en prison, mais allez, on le fait pas si tu rends 90% des fonds, ça veut dire je garde 700 000, je prends. Bon, j'ai pas les compétences pour hacker un protocole et j'ai pas spécialement envie de faire ça, mais je prends. Ah, moi je prends. Peut-être que c'est Lazarus Group encore, on entend pas mal parler d'eux en ce moment sur les cryptos, donc on verra bien. Mais si jamais vous avez été éligible à l'airdrop d'Arbitrum, vous êtes aussi éligible à cet airdrop. Il faut aller sur ArbDoge. Donc c'est écrit ici .ai, voilà, comme l'intelligence artificielle en anglais. Je pense que là vous pouvez pas vous tromper. Je vais sortir une vidéo demain sur ma chaîne secondaire, donc j'ai déjà réclamé l'airdrop. Tout simplement, bah, vous allez sur le site, vous faites claim. Alors il y a une quantité astronomique de tokens, hein, vous voyez, 210 000 milliards de milliards si je dis pas de bêtises. Ah, ça fait beaucoup de tokens, mais vous allez en récupérer une petite partie. Vous voyez, le token c'est plutôt bien porté depuis le 15 avril, pardon. Si je dis pas de bêtises, ça vous fait récupérer à peu près 30 $, et on va passer sur le sujet du jour, comment suivre ces cryptos comme un pro. Je vous mets un petit peu de contexte. Récemment sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur ma série Mon Portefeuille 2023. C'est une série de vidéos où j'ai un portefeuille sur la DeFi et je vous montre ce que j'en fais. Et dans le dernier épisode, je vous ai fait vraiment un focus autour du tableur, donc je me suis dit, comme je sais qu'il n'y a pas tout le monde sur Twitch qui regarde mes vidéos, je vais en parler un petit peu aujourd'hui, et surtout, je vais rajouter des trucs que j'ai potentiellement oubliés dans ma vidéo. J'ai toujours un petit coup d'avance quand j'enregistre les vidéos, et là, si vous allez voir mon tableur, j'ai rajouté des transactions que j'ai pas faites dans la dernière vidéo. Ça veut dire qu'une nouvelle vidéo est en cours de préparation, donc si jamais vous suivez la série sur YouTube, vous risquez d'être spoilé. Le tableur est peut-être dégueulasse, je suis pas un pro des tableurs ou quoi que ce soit, mais bon, je pars du principe que vous n'êtes pas du genre, en tout cas la plupart d'entre vous qui me regardent, vous n'êtes pas du genre à faire 1000 transactions par jour, même si vous en faites 5-6, c'est franchement assez facile de les ajouter sur un tableur en une journée, hein. Si vous en faites 5-6 par jour, c'est pas une épreuve non plus très compliquée. Sur DBank, je vous avais dit qu'on pouvait voir ce qu'on a déposé sur la DeFi, et sur mon tableur, j'ai fait la même chose en fait, j'ai fait une page où je mets en fait ce que j'ai déposé sur la DeFi. On pourrait croire que ça sert un petit peu à rien de faire un doublon comme ça, mais il y a 2 avantages à faire ça. Le premier, c'est que quand je vais sur un truc qui est pas répertorié par DBank, je le sais, et le deuxième avantage, c'est que ça me laisse une trace dans le passé. Par exemple, là je sais que je vais prendre le link sur AVV3, je sais que j'en ai déposé 26,7 et des poussières le 4 janvier 2023. Sur AAV, je vais faire des intérêts, je vais sortir peut-être avec 27 links,
Du coup, comment je calcule le gain que j'ai fait sur AAV? Il faut que je sache combien j'en ai déposé. Certes, mon tableur il me sert à avoir une trace un petit peu de ce qu'il y avait dans le passé, mais DBank le fait aussi. Le souci c'est que DBank c'est chiant, si je dois le faire à chaque fois c'est un peu chiant, alors que là sur le tableur j'ai tout directement. Sinon dans ce tableur je note vraiment à peu près tout ce que je fais sur la DeFi, même la CeFi, etc. Puisque là on peut voir par exemple que j'ai interagi avec OKX, qui est une plateforme centralisée. Donc là c'est la page achat-vente, assez classique, je mets tout ce que j'achète, tout ce que je vends. Il y a certains trucs que je vends que je mets pas ici, c'est un petit peu compliqué de revenir sur le pourquoi du comment, mais en gros, sur la DeFi, pendant un moment, surtout en 2021, c'était le zoo, il y avait plein de projets sur lesquels on pouvait aller farmer plein de cryptos avec des intérêts ultra élevés, sauf que c'est des cryptos que j'avais pas envie de garder, que je vendais, et comme j'avais pas mal de flux en fait, j'en avais pas mal de ces cryptos que je vendais, ça prenait trop de place en fait dans la page achat-vente, et ça me gênait. Du coup, les cryptos que je farmais juste pour vendre, ou cas un peu rare, il me restait par exemple voilà, du AAV sur une stratégie, j'avais pas envie de le garder, je note tout ça dans ma page vente intérêt. Voilà, c'est plus simple pour moi. Swap stablecoin, là c'est assez limpide, je note toutes mes transactions où j'échange des stablecoins contre d'autres stablecoins. On peut voir d'ailleurs que pendant un moment j'ai changé du HUSD, si jamais vous allez le voir sur CoinGecko, il vaut plus du tout $1. Donc, la DeFi c'est éphémère. La DeFi c'est très 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 éphémère. Portefeuille, ça c'est un petit peu doublon aussi avec un autre outil que j'utilise. Historiquement, j'utilisais pas d'application de suivi, donc je notais tout ce que j'avais dans mon portefeuille ici. Par exemple, vous voyez, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai noté combien j'ai dépensé, quel prix en moyenne je l'ai acheté. D'ailleurs, je suis plutôt fier sur la moyenne d'achat de mes cryptos. Alors, j'ai gardé l'habitude en fait de noter ce que j'ai dans mon portefeuille sur mon tableur, mais je fais un peu doublon puisque je note aussi sur une application de suivi qui s'appelle Delta, mais il y en a d'autres. Je trouve que Delta, c'est celle qui marche le mieux. Avant, j'utilisais Blockfolio. Malheureusement, je peux plus utiliser Blockfolio depuis le crash de FTX. Je me suis mis sur Delta et honnêtement, ça marche plutôt bien. Gain stablecoin, là, c'est ici que je mets mes gains crypto, c'est ici que je mets mes gains crypto. Il y a des trucs que je passe assez vite parce que en fait, vous voyez le nom de la page, je peux pas faire, je peux pas expliquer plus quoi. Pareil, emprunt, je mets mes emprunts dedans quoi. Voilà, j'ai essayé de mettre des noms assez clairs en fait à chaque fois. D'ailleurs, vous voyez tout juste sur le live, mais c'est bon, vous arrivez à lire. Pareil, assurance, c'est quand je vais acheter des assurances, on peut totalement le faire sur la DeFi. J'ai fait une page aussi sortie crypto si jamais vous voulez sortir des cryptos. Gardez à l'esprit aussi que quand vous faites des transactions crypto, pas d'imposition, crypto euro, crypto baguette, crypto, enfin si vous utilisez une carte Binance ou une carte crypto.com en gros pour faire vos achats, il faut déclarer ça, c'est important. Donc voilà, je vous ai fait un petit onglet, moi j'en ai pas eu besoin pour la vidéo puisque le but en fait de Stabler c'est d'utiliser la DeFi, mais voilà, je vous ai mis ça si jamais vous en avez besoin. Je vous ai même fait un onglet avec les futurs si jamais vous les utilisez. Je vous ai mis deux choix, quel sujet vous préférez, soit le futur des giveaways qui vous permettent de vous qualifier à des potentiels giveaways, des potentiels airdrops, ou alors l'autre sujet c'est, en fait on va faire une rétrospective, on va aller voir un petit peu comment ça s'est passé les anciens bear market avec les anciens altcoins de cette époque-là. Pour l'instant ça a l'air d'être parti pour le sujet bear market, mais histoire quand même pour les plus curieux de vous laisser un petit peu creuser, tac, je vous laisse les trois projets que je comptais aborder. Alors il y a Galaxy, on a Question et on a Layer 3. Galaxy c'est surtout au niveau des giveaways en fait. Vous pouvez faire certaines tâches, genre aller suivre des projets etc, faire des trucs carrément sur la DeFi, genre déposer des liquidités quelque part et recevoir des NFT ou quoi. C'est des preuves en fait, si vous voulez que vous avez bien participé suite à ça, peut y avoir des giveaways ou autres. Non, il y en a un qui s'est pas encore terminé, c'est celui de MacPie par exemple. Alors, il faut suivre MacPie sur Twitter, retweeter un tweet, les rejoindre sur Discord, faire une de ces tâches. Moi, j'ai déposé 100 USDT sur MacPie sur Arbitrum. Voilà, vous voyez, c'est ça que je trouve plutôt cool en fait sur Galaxy. Plus tard, vous pourrez être... je pense que les giveaways, les airdrops, ça pourrait se faire grâce à ça en fait. Mais on en reparlera, je pense, dans un prochain live. On en reparlera un peu plus. Et en plus, d'ici là, j'aurai encore plus creusé le sujet. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'estime être le dur du bear market pour moi. Après, libre à vous d'être d'accord ou pas. Le premier cycle, entre guillemets, entre 2011 et 2013, je le prends pas spécialement en compte parce que Bitcoin était tellement petit, les cryptos c'était tellement petit à ce moment-là. Je trouve que c'est pas assez pertinent en fait de regarder ce cycle-là. Et puis surtout, on a que Bitcoin à ce moment-là. En 2013,
Si vous avez bien fait vos cours d'histoire de Bitcoin, il y a eu 2 ATH. Le premier c'était avril 2013 et le deuxième c'était fin 2013, voilà, vers décembre. C'était le premier cycle qu'on a eu en 2 phases. Le deuxième, c'était 2021. On a eu un premier ATH en mai et un deuxième en novembre, décembre, je sais plus trop, je crois que c'est fin novembre. Là, globalement, c'était le bull run. Alors, il y a eu de la hausse, il y a eu de la baisse, etc. Mais ça, c'est ce que je considère être le gros du bull run sur 2013. Ensuite, on a eu le bear market qui a duré pas mal de temps, vraiment beaucoup de temps en fait. Est-ce que le bear market, il commence vraiment quand on fait le point haut et qu'on commence à baisser, ou alors est-ce qu'il commence quand on est sur des prix assez bas? Là, c'est très subjectif, c'est ce que je vous disais. Donc moi, je vais considérer les choses d'une certaine manière. Vous n'êtes pas obligé de les considérer de la même manière. Enfin, le dur du dur, c'était de décembre 2013 à mars 2014, ici à peu près, vous voyez, où on a commencé à se tasser sur le prix du Bitcoin. Donc si je commence à mettre un point ici et que je mets un point jusque là, donc pourquoi je le mets jusqu'ici? Parce que c'est à partir de là que pour moi on a fini le dur du bear market, qu'on a commencé à s'extirper. Alors pareil, quand est-ce qu'on time la fin d'un bear market? Est-ce que c'est quand on est très vertical comme ça ici, ou alors est-ce que c'est quand on commence à s'échapper un petit peu? Là encore une fois, c'est très arbitraire. Pour ce cycle là d'ailleurs, je serais limite d'avis de mettre 3 zones différentes, voire 4 zones différentes. On va partir sur celle-ci. Voilà, je trouve que c'est un bon milieu. Un bon milieu, peut-être qu'on peut le mettre un petit peu plus bas, mais en fait on s'en fout de la hauteur à laquelle il est. L'important c'est de voir le nombre de jours qui se sont écoulés entre 2 points. Vous voyez que ici et ici on était quasiment au même prix, hein, dans les 400 $ à peu près, mais il s'est passé 800 jours. Il y a une autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est de prendre vraiment le dur du dur, le moment où on était très bas. On peut le tracer ici, ça fait à peu près un peu moins d'un an. 2017, on a fait un nouvel ATH en décembre. On fait souvent des ATH sur les fins d'année, hein, c'est assez rigolo. Hein. Fin 2013, fin 2017, fin 2021... Hasard, je ne crois pas. Oh, peut-être, c'est peut-être juste un hasard. On va continuer. Du coup, bear market de 2018 à 2020. Là, pareil, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on se termine? On pourrait le commencer là, à partir du moment où ça a baissé, mais je vais reprendre la même idée en fait, c'est de prendre un point où on a baissé fort, puis un point où on a monté fort qui se rejoignent en fait. C'est exactement ce que j'ai fait sur le cycle d'avant. Donc là, je pourrais le mettre à plusieurs endroits. Je pourrais le mettre là, par exemple, d'ici à ici à peu près. Il y a 1000 jours qui se sont écoulés. Je pourrais le mettre ici, par exemple. Il y a 800 jours encore une fois qui sont écoulés. Et je pourrais faire encore une fois le dur du dur. C'était juste là. Il s'est passé très peu de temps, 133 jours. Mais lui, il est pas très pertinent, donc on va le retirer, le dur du bear market. Déjà, on peut avoir un constat juste en comparant les deux cycles. C'est qu'on a une valeur de 800 jours ici. Et on a aussi 800 jours là. Alors pour l'instant ça veut peut-être rien dire, c'est peut-être juste un hasard, et c'est sur 2 cycles qui sont déjà actés, etc. On ne peut pas changer le passé. Tout le but de cette analyse, ça va être de voir un peu comment ça s'est passé dans le passé, pour imaginer en fait comment ça pourrait se passer à l'avenir. Si le marché est aussi cyclique que ça, encore une fois, là sur ce cycle, on pourrait refaire le même exercice. Il y a ce moment-là, on va dire, c'était vraiment le dur du bear market. Ça a duré 274 jours. On pourrait prendre juste ici aussi, mais pour moi, c'est pas pertinent de prendre là parce que c'était le crash de FTX. Ça a vraiment drivé le marché à la baisse et ensuite c'est revenu tout de suite comme par magie en 2023. Donc je sais pas si c'est ultra pertinent de prendre juste ça comme dur du bear market. À voir. On pourrait prendre aussi de là à là, d'ici à ici pour l'instant. On peut pas aller plus loin. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais on pourrait aussi prendre carrément de là à là. Alors, vous voyez que pour l'instant, on a un point ici vers 40 000 $, mais on n'est pas encore à 40 000 $ sur le Bitcoin. Je sais pas en fait comment va évoluer le cours du BTC, mais vous voyez, j'essaye d'avoir 2 zones qui me donneraient comme sur le cycle de 2018 à 2020. Une zone un peu plus basse, qui dure assez longtemps, et une zone un peu plus haute aussi, qui dure assez longtemps. Et là, je me dis que c'est bien parti. Alors, peut-être pas pour celle-ci, parce que ça m'étonnerait qu'on revoie un Bitcoin à 20 000 ou en dessous. Mais ces 2 zones-là, elles m'ont l'air d'être bien parties pour nous faire comme 2018-2020 d'ailleurs, c'était assez long. Sauf que là, vous voyez, le constat est clair. Sur la zone basse, on est à 334 jours, et sur la zone haute, on est à 450 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché est aussi cyclique que ça, on devrait se retrouver avec à peu près 800 à 1000 jours, enfin 800 pour en bas et 1000 jours pour en haut.
On en est loin, on en est hyper loin. Et ça, franchement, ça peut dégoûter un petit peu de se dire non, il faut attendre encore un an et demi avant qu'on soit enfin sorti de cet enfer. Peut-être. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous l'affirmer, mais si le marché reste encore une fois ultra cyclique à faire à peu près les mêmes phases, peut-être. C'est dans un peu plus d'un an, ça nous amènerait à environ juillet, août 2024. On peut le voir ici sur le bear market entre 2018 et 2020. On avait pris cher. D'ailleurs, c'est marrant, cette phase-là, elle ressemble pas mal à la phase qu'on a eue avec FTX en 2022. Mais bon, ça c'est juste un hasard encore une fois. Mais de là à là, on a fait quand même un x3,5 sur Bitcoin. En plein bear market, entre guillemets, si on peut appeler ça un bear market du coup. C'est pas phase d'accumulation, appelez ça comme vous voulez. Mais vous voyez, c'était très vertical et franchement, ça a rien à envier au bull run qu'on avait fait 2 ans auparavant. Donc, si on considère que là, cette phase très haussière, c'était le bear market, on peut voir que pendant les bear markets, il peut y avoir des grosses phases de hausse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on monte comme ça et qu'on va revenir aussi bas à 15 000, à 20 000 dollars. Je ne dis pas ça, bien évidemment, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et ça ne m'étonnerait pas, en tout cas, qu'on ait un deuxième semestre 2023 un peu dégueulasse. Je vous en ai déjà parlé depuis plusieurs lives, c'est personnel, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, bien évidemment. Alors, on va commencer par Litecoin, parce que Litecoin c'est un vieux de la vieille, hein, il est là depuis très longtemps. Je vais essayer non plus de pas trop m'attarder, si vous êtes curieux, je vous laisse aller regarder des alts un petit peu de votre côté. Mais là pour l'instant j'ai mis quelques alts de côté, et ensuite je vais vous montrer comment aller chercher des alts qui étaient sur les anciens cycles et tout. Pareil, hein, Litecoin il a plutôt tendance à suivre les cycles de Bitcoin, donc il a fait un point haut en 2013, vraiment fin 2013, novembre-décembre. Ensuite, boum, il descend jusqu'en 2015, et à partir de mars 2017, même avril 2017, boum, voilà, c'est le début du bull run pour Litecoin. Mais il y a un truc assez intéressant si on se met bien sur juste la phase d'accumulation juste ici, je vais essayer de bien resserrer. Vous voyez au tout début ici, il y a eu une grosse hausse. Alors le graphique est assez sale parce que il y avait pas beaucoup de volume à ce moment-là sur Litecoin, c'était très petit, les cryptos en général étaient très petites, mais il y a quand même eu une grosse hausse sur Litecoin, vous voyez, plus 500%, donc un x6. Allez, si je prends même jusqu'à la bougie tout en haut, on a peut-être même un x7, mais voilà, globalement, très grosse hausse en pleine phase d'accumulation. Alors, certes, les cryptos, c'était plus petit à ce moment-là, et même sur le cycle d'après, entre 2018 et 2020, les cryptos étaient plus petites, mais que ce soit un plus 500, un plus 200%, c'est pas tant l'amplitude qui compte en fait, c'est juste le fait de voir que en pleine phase d'accumulation, il y a des rallyes comme ça. Donc peut-être que, je veux rien sous-entendre ou quoi que ce soit, mais c'est pas impossible qu'on soit juste dans un rallye haussier en phase d'accumulation et qu'on refasse exactement la même chose là sur 2023, qu'on monte jusqu'à peut-être juin, juillet, et qu'ensuite, pouf, le soufflet redescende, on continue de stabiliser jusque peut-être juillet, août 2024, et ensuite on repart en bull run. Ça c'est évidemment si on suit la thèse d'un marché cyclique. Je vais regarder la phase d'accumulation, combien de temps elle a duré. Et franchement c'est magique, il y a 800 jours. Franchement, j'étais assez étonné quand j'avais fait les recherches. Vraiment, le 800 jours ressort très souvent. Il y a le 1000 jours aussi quand on prend des zones un peu plus hautes. Mais voilà, là on a 800 jours. On va se mettre sur l'autre cycle. Hop, tac, juste ici, vous voyez, de 2018 à 2020. Encore une fois, le même constat. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la phase d'accumulation? Boum, plus 450% sur Litecoin. Je pourrais prendre à partir d'ici ou de là même. Donc on va prendre les trois pour voir ce que ça donne. Là, pour moi, c'est le plus dur, les points les plus bas. On a à peu près 500 jours, mais c'est pas non plus les niveaux sur lesquels on est le plus resté, donc je trouve pas que c'est ultra pertinent. Par contre, si on se met à peu près là, on a encore les 800 jours qui réapparaissent. On peut prendre un petit peu plus haut aussi, je vous avais dit ici, et hop, ça correspond à là. On n'a pas 1000 jours, mais on a 900 jours. Toujours un petit peu dans les mêmes chiffres. Peut-être juste un hasard. Donc Dogecoin, pareil. Dogecoin, c'est très très vieux comme projet. Là, sur TradingView, on peut avoir un historique jusqu'en 2014, 2013 même, fin 2013. D'ailleurs, Dogecoin, il a toujours été décalé un petit peu sur les cycles. Alors, pas trop sur celui de 2021, je trouve, mais il avait tendance à faire des points hauts après. Alors, le souci de Dogecoin, c'est qu'il reste très volatile, même en phase de bear market, d'accumulation, de tout ce que vous voulez. Il reste toujours très volatile. Du coup, c'est peut-être pas l'alt le plus pertinent, mais il est là depuis très longtemps en fait, et c'est ça qui est très intéressant sur Dogecoin. Il a vécu plusieurs cycles, et il n'y a pas beaucoup d'alts qui ont vécu autant de cycles. Il y
a Litecoin, il y a Bitcoin, il y a Doge, il y en a quelques autres, il y a Dash aussi dont on va parler, mais voilà. Donc Dogecoin, on pourrait dire que c'est soit ici les points bas. Si on prend là, on peut tracer à peu près jusqu'ici, ça donne 500 jours. Alors évidemment, ça correspond pas à mes 800 jours, donc c'est moins pertinent, peut-être. Peut-être que là pour Dogecoin, je me mets un petit peu des œillères ou quoi que ce soit, mais regardez. Ici à ici, ça se joue aussi pas mal, hein, parce que là, on a vraiment eu le début du bull run. C'est vraiment la fin un petit peu du cycle, je trouve, et il y a 1000 jours. Donc, on retombe sur les 1000 jours. Encore une fois, peut-être que c'est juste un gros hasard et que vous prenez ça même sur des actions, sur n'importe quoi, et vous retombez à peu près toujours sur ces mêmes valeurs. Le bear market de 2018 à 2020, pareil, la même chose. Bon, là, lui, il a été très 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 volatile, ce bear market là pour Dogecoin, mais on pourrait prendre d'ici à ici à peu près, il y a 1000 jours. On pourrait prendre plus bas aussi, de là à peu près à là, et ça donne plus autour des 800 jours. Allez, on va prendre Dash. On continue les exemples de crypto qui ont fait plusieurs cycles comme ça. Dash, pareil, hein, c'est un vieux de la vieille. Vous voyez, sur TradingView, ça remonte à mars 2014, peut-être même février. Alors, le souci pour Dash, c'est que je crois qu'il a été lancé vraiment en début de bear market. Il a un graphique un petit peu différent sur le cycle entre 2014 et 2016. Il a un graphique un petit peu différent parce que globalement, il a fait un peu que monter. Hein. Si je fais ma courbe comme j'ai fait sur les autres graphiques, je devrais la faire comme ça en fait. Et ça n'a aucun sens. Alors certes, vous voyez, hop, je peux encore retomber sur 1000 jours, mais ça n'a pas trop de sens de le faire. À la limite, la seule ligne que je pourrais faire assez pertinente, ce serait à peu près ici. Et on tombe sur 550 jours, voilà. Mais Dash, en fait, le premier cycle, il n'est pas si pertinent dans le sens où il a été lancé en bear market 2014. Le timing ne jouait pas pour lui. Par contre, sur le cycle d'après, je serais d'avis de le tracer comme ça pour Dash. Donc d'ici à peu près à ici. Vous voyez, on retrouve toujours à peu près le moment où on baisse, on commence à stabiliser. Alors on pourrait peut-être le prendre là, et du coup de tracer de là à là à peu près. Et on tombe sur 700 et 800 jours. Donc je viens sur CoinMarketCap parce que on a vu déjà quelques alts, hein, mais si jamais vous voulez creuser un petit peu cette analyse, eh bien il y a plein d'alts qui existaient. On va prendre le premier top de 2014, le 5 janvier. Alors, on a BTC, on a Litecoin. Ah, il y a XRP aussi, auquel j'ai pas pensé. C'est vrai qu'il y avait XRP déjà. Ensuite, tout le reste, bof, hein. Tout le reste, c'est pas terrible. Hein. On a Dogecoin aussi, évidemment. Mais voilà, à part ça, il y a pas grand-chose. Il y a Peercoin qui vraiment existe encore, mais attendez. Peercoin, il valait 152 millions de market cap à l'époque. Il vaut 11 millions de market cap aujourd'hui. Et il vient de dump d'un coup, je sais même pas pourquoi. Allez, on va regarder un classement sur novembre 2018. Voilà, le 4 novembre 2018, par exemple. Là, on a beaucoup plus d'alts qu'on peut aller creuser. On a Bitcoin Cash qu'on peut aller voir, EOS, Stellar, Ethereum évidemment, Cardano, Monero, Tron, le BNB éventuellement, Ethereum classique, Tezos, pourquoi pas. Enfin là vous avez quand même beaucoup plus de crypto. Certes, vous allez pouvoir que comparer le cycle d'avant, mais si vous voulez pousser un peu le truc, là vous pouvez retrouver, là vous avez vraiment de quoi creuser. Et alors évidemment, j'ai pas fait là toutes les cryptos du top 100, mais il y en a pas mal en fait qui reviennent sur ces valeurs. Et tiens, vraiment petit fun fact, le TUSD, le TrueUSD, vous le connaissez peut-être maintenant vu que Binance va a priori en faire son stablecoin, il était dépeg à ce moment-là, il était à 98 centimes. Ah, c'est plutôt rigolo à voir. On est sur XRP, lui il nous a fait un point bas vers avril 2014, putain il était précoce XRP, hein. Et il a commencé à décoller à partir de mars 2017, boum, 1000 jours. Encore une fois, 1000 jours. Peut-être un simple hasard. On va voir sur le cycle d'après combien de temps ça a duré. Si je le mets ici, on a 900 jours. Et si je le mets là, on a à peu près 1000 jours. Alors oui, je pourrais le tirer un peu plus. Je pourrais le tirer jusqu'ici, ça fait 1100 jours. Mais globalement, on est encore pas loin de ces valeurs-là, hein. Là, pour Monero, pareil, là je pourrais le mettre à plusieurs endroits. Je pourrais le mettre là, ça donne 600 jours. Je pourrais le mettre là aussi, à peu près, et ça donne à peu près 1000 jours. Mais je pourrais aussi le mettre là, je trouve. Et on n'est pas loin des 800 jours. Tac, toujours les 800, les 1000 jours qui reviennent. Link USD, très différent des autres. Pareil, il a pas trop vécu le cycle lui a priori, en tout cas pas autant que la plupart des alts. Du coup, si je trace un point bas en fait, je le ferai d'où à où? Je le ferai de là à là. Le link est très bizarre en fait, parce que lui sa phase d'accumulation c'était pendant le dur du bear market, quasiment. Or le link c'est le contre-exemple je pense. Je vous dis ça mais ce sera dans plus d'un an qu'on pourra voir si c'était pertinent ou pas de suivre un petit peu cette tendance. Mais voilà, je pense que je vous ai laissé une base assez solide. Vous avez vu aussi que c'est pas parce qu'on est en phase d'accumulation qu'on peut pas faire des rallyes haussiers, mais surtout, c'est pas parce qu'on est en phase d'accumulation qu'on peut pas se faire rect. Hein. Doge, quand on était dans la phase d'accumulation entre 2018 et 2020, ça faisait ça quoi. Ça faisait vous.
ensuite ça redescendait. Faites attention parce que c'est pas impossible qu'on vive un truc comme ça hein, sur 2023. Je me répète un petit peu, mais j'ai vraiment envie de terminer là-dessus. C'est pas le moment pour se précipiter, je pense. Il y aura encore d'autres occasions. On se retrouve mardi prochain pour un autre live sur un autre thème encore. Salut tout le monde!